Alors, j'ai été marquée par la lecture de Gabriel Garcia Marquez, 100 années de solitude. C'est un livre qui m'a passionnée et je l'ai abordé en le lisant à haute voix à d'autres personnes et en écoutant la lecture à haute voix. C'était la première approche de ce livre, c'était de la lecture à haute voix. Et après, je l'ai relu. Et ce livre, qui est l'expression même du réalisme merveilleux, est un livre enchanteur à cause de cette imagination débordante, de ces détails luxuriants et de toutes ces histoires qui font notre patrimoine, en fin de compte, aussi bien celui de l'Amérique latine, Amérique du Sud, l'Amérique centrale et de la Caraïbe. J'ai beaucoup adoré ce livre. Un autre livre, c'est le livre très récent, c'est celui de Dany Laferrière, qui a eu ce prix Médicis très bien mérité. Je connais bien Dany et j'ai été très surprise de cette façon tellement humble qu'il a eu de se dénuder. Il a montré ses failles, ses faiblesses et en même temps son extrême tendresse, parce que c'est normalement un provocateur. Et là, on voyait l'être nu devant nous. J'ai beaucoup apprécié cela dans un langage d'une grande poésie, qui n'empêche pas des descriptions cruelles, difficiles de la réalité haïtienne. J'ai pensé aussi que dans ce livre magistral, il célébrait son père d'une très belle manière. Au départ, on a l'impression d'un homme fou et à la fin, on apprécie beaucoup cet homme qui n'a jamais eu de compromission. C'est une des grandes raisons de mon choix pour ce livre. J'ai toujours été très sensible à la littérature africaine et Amadou Kourouma, qui est resté longtemps à publier très peu. Il a publié après Le Soleil des Indépendances, a brusquement s'est mis à publier des livres d'une beauté extraordinaire et j'ai absolument admiré Allah n'est pas obligé, et parce qu'il fait parler un enfant des rues, un enfant soldat, et il rentre dans ce langage d'une façon magistrale. Et il montre ces personnages et ce drame des enfants soldats avec une véracité extraordinaire et une vie. Je l'ai personnellement connu et personnellement j'avais une grande admiration pour l'être humain qu'il était. Nous nous sommes trouvés plusieurs fois pour les Jeux de la francophonie à Madagascar ou à Paris, et il était toujours, c'est un grand seigneur. Et j'ai vraiment, je recommande absolument la lecture de ce grand auteur. J'habite à Paris dans le quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement. C'est donc au bas de Montmartre. Et c'est le quartier qui jouxte la Goutte d'Or. Mais ce n'est pas la Goutte d'Or, c'est un quartier beaucoup plus populaire. C'est un quartier qui est la rue Poulet, qui dessert le marché des gens, est remplie de marchands à petites semelles, là, quoi.
des marchands qui vendent aussi bien des vêtements que certainement de la drogue ou des parfums. Et dans ce quartier, je vis depuis 25 ans. J'ai une ravissante maison qui est une maison qui ressemble plus à une maison haïtienne, et très précisément une maison jacmélienne, qu'une maison parisienne. Elle est conçue avec un patio et 2 corps de bâtiment. Et elle est peinte comme ma petite maison au-dessus de Jacmel, en blanc et bleu. Et mon mari, qui était cubain, et moi, nous avons recréé dans cette maison une atmosphère caribéenne. Quand on sort dans ce quartier, le quartier est complètement habité par des Africains, Afrique noire. Et donc, les magasins sont des magasins de tissus colorés. Quand ce sont des magasins, des épiceries qui sont tenus en fait par des Asiatiques, ils vendent dans ces magasins des produits africains. Et donc, il y a aussi toute une ambiance d'une grande gaieté, grouillante de vie pendant la journée. Le soir, c'est différent. C'est un quartier qui devient livré à la drogue et à la prostitution. Mais ça fait 25 ans que je suis là et donc on se connaît, j'ai mes repères, je n'ai pas de problème, je n'ai jamais eu un problème d'insécurité. Dans ce quartier, je suis assez intégrée. Je joue dans un, comment on appelle, un café, qui est l'Olympique Café. Et régulièrement, je joue le mercredi soir. Et lorsque ce n'est pas des camarades conteurs africains qui me relaient. Je joue aussi dans un théâtre qui s'appelle le Lavoir Moderne, qui est à 2 pas de chez moi. Là, je fais plutôt des spectacles de théâtre. Mon souci, c'est vraiment important de m'intégrer au quartier, de vivre la vie du quartier. Le Lavoir Moderne a été suspendu, enfin mis un peu à l'écart pendant quelques mois, parce qu'ils avaient mis une grande pancarte en disant « Nous sommes tous des Africains ». Et ça n'avait pas beaucoup plu à la préfecture. Ils avaient puni d'avoir dit ça. Voilà, c'est un quartier qui fait peur, en général, à ceux qui ne le fréquentent pas. Mais ce sont des préjugés. Et je me plais terriblement dans mon quartier. Je ne voudrais pas le changer pour tout l'or du monde. Si je dois parler de ma toute petite enfance, je dirais que dans ma toute petite enfance, j'étais une enfant qui était toujours nue, jamais peignée et toujours en révolte. Je refusais systématiquement qu'on me mette de belles petites chaussettes blanches et des chaussures vernies, des belles petites robes brodées avec... Je ne voulais pas, j'étais une enfant presque caractérielle, difficile. Et on m'a appelée très vite Timoun Fou pour cette raison. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai appelé mon association Timoun Fou, parce que j'ai pensé que quand on fait du théâtre, c'est important d'avoir la folie de l'enfance et l'émerveillement de l'enfance. J'ai des souvenirs merveilleux de la ravine de ma grand-mère. Nous habitions à la tête de l'eau et juste en face de notre maison, il y avait cette ravine. Et dans la ravine, il y avait la cigouave qui chantait. Je dis chantait, mais lorsqu'elle lançait la voix, ça nous glaçait le sang parce que la cigouave avait cette voix grave qui nous impressionnait. Et dans cette ravine, on jouait toujours
il y avait des grands arbres avec des lianes. Donc, on s'élançait d'une liane à l'autre en poussant des cris à la Tarzan. Et moi, j'étais maladroite parce que j'étais assez ronde. Et je traînais toujours derrière. Mais ma belle cousine Annie était Jane. Mes beaux cousins étaient Tarzan. Et moi, j'étais Cheetah. J'ai passé le plus clair de mon temps à la porte, au piquet. Et puis, je garde des souvenirs difficiles, des remises de notes, des carnets de notes, car je n'avais pas de bonnes notes. Et je me vois encore exposée sur la cour de récréation avec mon cahier sur le dos et puisqu'on écrivait avec de l'encre et des plumes, les taches d'encre. Et j'étais ridiculisée parce que j'étais mauvaise élève et montrée du doigt. J'étais à l'école primaire des Bonnes Sœurs de Sainte-Rose de Lima à Lalu. Je suis rentrée à l'école très tard. Je suis rentrée en 9e parce que je suivais les cours à la maison jusque-là. Je suis rentrée en 9e. Nous avions à cette époque, chaque classe avait son uniforme. Les toutes petites étaient en rose uni, les moyennes en vert uni et les grandes en bleu uni. Et j'ai des souvenirs cuisants de cette scolarité parce que je n'aimais pas l'école, je n'aimais pas les bonnes sœurs, je n'aimais pas être formatée. Comme j'ai dit, mon enfance était une enfance d'enfant sauvage. Je n'aimais pas être habillée, je n'aimais pas... et donc, être enfermée dans la classe m'était insupportable. Et c'est pourquoi je riais ou je faisais des bêtises. Ce qui fait qu'on m'envoyait à la porte, au piquet. Et je n'avais pas de bons résultats. Heureusement, mon père était toujours de mon côté et il me plaignait et il ne me punissait jamais. Mais j'ai ressenti une grande honte lorsque j'ai été exposée dans la cour de récréation avec mon cahier sur le dos, tout couvert de taches d'encre, puisqu'on écrivait à ce moment-là avec des plumes et de l'encre. Et comme j'étais mauvaise élève, je ne soignais pas mon cahier, je ne répondais pas bien aux questions. Et le fait d'être exposée comme ça m'a permis, après, d'être beaucoup plus tolérante et envers ceux qui sont en difficulté. Parce que j'avais moi-même subi de bonnes difficultés. Voilà, je suis une conteuse et j'ai publié de nombreux livres de contes. Et ma production est en général tournée vers Haïti. Mes contes sont en général des contes du patrimoine oral haïtien, dont j'ai fait mes versions. Je tire des contes du patrimoine et je fais mes propres versions que je raconte et que je publie. J'ai publié chez différents éditeurs, aussi bien en France, chez Seuil Jeunesse, chez Syros, à Montréal, Québec, Amérique, aussi bien qu'en Haïti, chez Deschamps, pour les éditions Corosol. Je fais du théâtre et j'ai publié aussi des œuvres de théâtre, comme par exemple Caribana, une très belle mort, Le Fulgurant. Et ce sont des œuvres qui sont en général la rencontre de contes, évocation de mes souvenirs personnels ou des souvenirs de la famille et de la fiction.
c'est ainsi que j'ai raconté l'histoire d'Haïti, depuis la découverte jusqu'à l'indépendance, dans ce spectacle qui s'appelle Soldat marron, où je chante, où je conte, où j'évoque, en me mettant à la place d'une petite fille qui s'identifie aux héros du pays. J'ai publié ces livres, ces pièces de théâtre en Belgique, chez Lansman. Je les ai publiées aussi en France. Et parce que je trouve que c'est toujours important de raconter, comme je le fais, ou de jouer, mais en même temps de laisser des traces. Et c'est pourquoi je m'arrange toujours pour me faire éditer après avoir joué sur scène. Le travail de conteuse que je fais est un travail de conteuse spectaculaire. Il n'y a rien d'intimiste quand je raconte. Je raconte sur les planches, j'aime les planches, j'aime le théâtre. Et souvent, je suis accompagnée par un ou plusieurs musiciens dans des costumes assez bien chatoyants. En fait, c'est le spectacle du conte. Que vous dirais-je d'autre? J'ai participé à des œuvres collectives, la fameuse parution, Une journée haïtienne, de Thomas Spears, où il a rassemblé des auteurs haïtiens autour du thème d'une journée haïtienne. C'est un merveilleux livre. J'ai aussi participé à des publications collectives en Suisse ou en France ou encore à Montréal. Voilà, mon travail aussi est un travail qui se fait à la radio, à la télévision, et c'est un travail varié parce qu'on n'a jamais les mêmes publics, on n'est jamais dans les mêmes endroits, on est en continuelle réadaptation. Donc on est toujours à l'écoute de son public, très respectueux de son public. J'ai toujours pris l'habitude de commencer mes spectacles par cette merveilleuse formule haïtienne, honneur et respect. Et j'essaie le plus possible dans mon travail de marier la savoureuse langue créole à la savoureuse langue française. Voilà, c'est mon inspiration, et surtout, plonge surtout dans l'histoire d'Haïti, dans le quotidien, dans l'imaginaire haïtien, car je suis toujours émerveillée de voir la richesse de notre culture. Je m'en réjouis, je m'en nourris, et je suis contente de pouvoir l'offrir à mon public. C'est un peu délicat la question qui est posée parce que je sais qu'il y a le site Île en Île qui fait un travail extraordinaire, mais j'ai une idée très particulière de l'insularité. En vérité, c'est lorsque j'étais en Corse, il y a quelques années de cela, j'ai compris le drame et la fermeture de l'insularité. Et je me suis dit, il faudra toujours que j'évite de tomber dans cette fermeture de l'insulaire. L'insulaire pense toujours qu'il est originaire du plus grand pays du monde, avec la meilleure boisson, les fruits les meilleurs, etc. Il nie en quelque sorte, par besoin de se protéger certainement, ou par peur d'ouverture, il nie le monde extérieur. Or, nous sommes liés au monde extérieur. Tout le monde extérieur et nous faisons un. Nous avons des interférences continuelles et positives. Donc, mon idée de l'insularité est souvent assez négative. Ceci dit,
j'ai été heureuse d'épouser un insulaire de la Caraïbe parce que nous avions les mêmes goûts culinaires, nous avions la même sensibilité pour le climat, nous étions complices, bien qu'il soit cubain et moi haïtienne, nous étions complices sur tous les non-dits de cette société. Et donc, je suis un peu excessive quand je critique l'insularité, mais je pense qu'il faut faire attention à la fermeture.